Paris, 1993. La lumière décline, il est 21h. François Kosciusko-Morizet rentre chez lui. Sa femme, Bénédicte, sort tout juste de table. Étienne, le petit dernier, est couché depuis 1 heure, tandis que Caroline et Nathalie se sont réfugiées dans leur chambre pour échapper à l'effervescence familiale. Seul reste Pierre, qui, sous prétexte d'aider sa mère, lui dévoile sa dernière idée. Bénédicte hausse les épaules. « Tu verras ça avec ton père. » Papa, salut. Écoute, j'ai trouvé ce que je veux faire l'année prochaine. Regarde cette prépa intégrée, elle est top, non ? François examine en diagonale le prospectus que lui tend son fils et détourne la tête. Hors de question, c'est bien trop sous-coté. Sous-coté ? Mais attends. Écoute Pierre, d'abord le droit, puis la médecine, puis la psycho. J'ai rien dit, mais quitte à faire une prépa, choisis-en une qui soit à ton niveau. Bénédicte intervient. Et avec un demi-sourire, elle glisse. Et Sciences Po pour faire carrière dans la boutique comme grand-père ? Pierre, déçu et embarrassé, ne trouve rien à répondre et se réfugie alors à son tour dans sa chambre. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de Pierre Kosciusko-Morizet, l'homme qui avait peur de s'ennuyer, le fondateur de Price Minister, millionnaire et acteur reconnu du web. Bienvenue sur l'apprenti. Je vous apprends tous les secrets des entrepreneurs en moins de 30 minutes tous les jeudis et le tout en s'amusant. Je m'appelle Laurent Broye, je suis entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans et ça, c'est toute une histoire. L'apprenti, c'est aussi et avant tout un podcast produit par Inspire Média, le média qui raconte les histoires de ceux et celles qui entreprennent. Et pour finir, n'oubliez pas que j'ai un Patreon, donc patreon.com/l'apprenti, si vous souhaitez m'aider et financer ce podcast. Un grand merci. Pierre Kosciusko-Morizet a des idées. Énormément d'idées même. Son problème, c'est qu'il ne sait pas quel sens leur donner ni comment les mettre au service de son avenir. C'est en plein dans cette incertitude qu'il décide de suivre la voie de l'excellence et intègre la prestigieuse HEC. Avec cette école, il pourra tout faire. C'est un garçon brillant, capable et sûr de lui. Sans l'ombre d'un doute, il s'embarque vers Hanoï, au Vietnam, pour son premier stage à l'étranger. Sur place, une consigne claire, développer l'activité de restauration d'un groupe spécialisé dans le nettoyage industriel. Tout va très vite pour Pierre, Il gagne rapidement la confiance de son patron et au bout de quelques mois, il se retrouve avec carte blanche pour embaucher, trouver des employés locaux et commander du matériel. Il est rapidement à la tête d'une équipe de 130 personnes, cuisiniers, serveurs et commis de cuisine. Plongé dans le business et loin de sa famille, il découvre une liberté d'action totale. Dès lors, il sent qu'il a trouvé sa voie. Il sera entrepreneur. Parce que c'est cette liberté dont il a besoin, celle qui n'entrave pas le cerveau et permet de créer. De retour en France, la pouponnière d'HEC l'accueille comme une star. Son stage a été plus qu'une réussite. Mais en France, les règles ne sont pas les mêmes et le modèle est différent. Bref, on lui propose un schéma plus classique. Rédiger un business plan et séduire des investisseurs. En très bon élève, il relève les gants et se met au travail. Bon, on va pas se mentir, la vie étudiante, c'est aussi la fête. Et pour Pierre, impossible de rater une bringue. Quand on y réfléchit, ce n'est pas absurde. Il retrouve dans la fête une liberté totale, celle qui ravive la fureur de vivre. Et donc ce jour-là, lui et 3 potes s'éclipsent discrètement de la soirée qu'ils ont organisée. Avec plus de 100 participants, c'est un succès pour les 3 étudiants. Réfugiés au sous-sol de la maison, les 3 garçons s'emballent. Un verre de Bordeaux à la main, tout au succès de leur soirée, ils décident de lancer leur entreprise. Le lendemain, le réveil est plus compliqué que prévu, et pas qu'à cause de la gueule de bois. Ses amis décident finalement de rejoindre des banques ou des cabinets de conseil prestigieux pour des stages bien payés. Pierre se lance donc seul, mais il est plus déterminé que jamais. Il est persuadé que son produit est formidable, un système de comptage des clients dans les lieux publics. Les magasins vont pouvoir enfin adapter en direct leurs ressources
en fonction de l'affluence. Une arrivée soudaine de clients dans le magasin? Aussitôt, le responsable récupère l'info et il ouvre sur le champ de nouvelles caisses. Plus de file d'attente et une expérience client au top. Pierre démarche donc sans relâche ses prospects. Son argumentaire est bon, il le sait, mais en face, le marché n'est pas vraiment prêt. Pas plus que lui, qui a horreur de faire du commercial et essuyer refus sur refus. Alors oui, il est libre, mais il est très seul, dans le petit bureau qu'il loue rue des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement de Paris. Un énième matin de démarchage, son téléphone sonne enfin. Un prospect qui le rappelle? Son cœur bat à 100 à l'heure. Au bout du fil, son principal fournisseur. « Salut Pierre, c'est Sophie. Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Le Big Boss ne veut plus que l'on travaille avec toi. » Pierre s'effondre. C'est la fin. Son principal fournisseur vient de le laisser tomber. Assis, hagard sur sa chaise de bureau, il fixe le mur blanc cassé de son local et voit les chiffres défiler. 100 000 € prêtés par la banque sur la base de son prêt étudiant. Il n'a pas 25 ans et il a déjà l'impression d'être endetté à vie. Il ne comprend pas, mais qu'est-ce qui a merdé? Tout était parfait, il a appliqué tout l'enseignement d'HEC. Il a créé une boîte de B2B sur une niche. Quel est le problème? Et la chanson qui passe à la radio sous-titre ironiquement sa vie. La première fois, on ne se retient pas. On donne le meilleur de soi-même. Tout se télescope dans sa tête. Alors oui, il a donné le meilleur, mais peut-être pas de lui-même. C'est HEC qui a impulsé l'idée et la réalisation de son projet. Et s'il s'était trop laissé diriger, formaté, emprisonné? Ce qu'il aime, c'est le B2C. Parler au client, le connaître. Elle est là, sa liberté, dans ce qui lui tient vraiment à cœur. Plus rien ne le retient à Paris. Pierre se décide pour un nouveau départ au pays de la liberté, les États-Unis. Cette fois, il anticipe et se prépare comme pour une plongée en apnée. Il mesure les risques. Faire du B2C, ok, mais pas n'importe comment. Il se fait embaucher par Capital One, une banque spécialisée dans les crédits à la consommation près de Washington. Doté d'un salaire conséquent, ses soucis financiers s'éloignent au fur et à mesure qu'il découvre le pays. Le pays, mais surtout un nouveau continent, Internet. Le web de 1999 explose là-bas. Avec Internet, le consommateur peut tout faire. Acheter une voiture, louer un appartement et même payer sa facture d'électricité. Pierre est fasciné. Il utilise tous les services mis à sa disposition. Le web s'offre à lui comme un immense terrain de jeu sans limite. Le jeune Français se sent pousser des ailes. Tout est à nouveau possible. Et c'est exactement ce qu'il ressent ce matin-là dans son petit Cessna 1982, alors que son instructeur lui passe les commandes. Le voilà pilote, survolant les faubourgs de Washington, quand soudain lui apparaît au loin le Lincoln Memorial. Le voilà donc avec son brevet de pilote en main. Il a de nouveau confiance, surtout confiance en lui d'ailleurs, et même si la douleur de l'échec est encore présente, il se reprend à rêver. Il s'ensuit d'interminables conversations avec son copain et collègue Mathias sur le monde des startups qui explosent aux États-Unis, les investisseurs et surtout les rachats à des prix fabuleux. Un jour, ce dernier lui parle de Half.com, un site d'achat et de revente de livres, DVD et jeux vidéo d'occasion. Le site vient d'ailleurs d'être racheté par eBay pour $100 millions. Pierre est pris d'une soudaine intuition.
faire le half.com français. Le soir même, enfermé chez lui avec un chicken biryani, son plat indien préféré et son PC, il commande un livre sur half.com. Banco. Il le reçoit 2 jours plus tard. Mais est-ce que l'inverse fonctionne aussi ? Il met donc en vente un CD, Melody Nelson de Serge Gainsbourg. Et il part en 24 heures. Pierre est sur un petit nuage. Il tient son idée. Le voilà reparti en France pour la réaliser. Tout excité, il a envie d'en parler à tout le monde. Mais échaudé par l'échec de Visualis, il reste très prudent. Paranoïaque, diront certains, quand il oblige sa sœur Nathalie à signer un accord de confidentialité. Une chose est sûre, Pierre a besoin d'être entouré. Pas question de se retrouver seul dans un bureau avec la radio pour seule compagne. Pierre Krings, un de ses anciens directeurs chez Capital One, le rejoint. Hésitant d'ailleurs à rejoindre le projet, il finit par accepter sous la pression. En effet, Pierre le harcèle des semaines durant avant qu'il accepte. Dans la foulée, il complète son équipe avec un développeur, Justin Ziegler, et une ancienne d'HEC, Nathalie Morin. 4. C'est assez pour commencer, se dit Pierre. Sauf que son cousin Olivier Mathieu fait du forcing pour entrer. Ce sera donc le club des 5. Une première enquête pour le club. Découvrir si d'autres entrepreneurs sont sur le même type de projet. En effet, Pierre n'est pas le seul à ramener des idées des États-Unis. Une annonce de recherche d'emploi met la puce à l'oreille des 5 associés. Une jeune boîte recherche quelqu'un pour monter un site e-commerce d'occasion. Il faut enquêter, et c'est Olivier Mathieu qui est envoyé au front. Lunettes noires, costume d'ingénieur et raie au milieu, le voilà devant ses 2 concurrents potentiels, 2 frères. Alors, nous on croit à l'avenir de la vente entre particuliers. D'ailleurs, voilà notre étude de marché, enfin, la première, celle qui précède notre business plan. Pour ce type de sujet, il est important de prendre son temps pour bien comprendre les besoins de ce futur marché. Olivier sort de l'entretien avec une énorme banane. Les 2 frères sont inoffensifs. Il s'agit maintenant de trouver une marque qui parle au public. 10 brainstorming et un cabinet de conseil plus tard, ce sera Price Minister. Pierre a retrouvé la confiance de ses 20 ans et commence à en parler autour de lui. Un nom de merde, lui dit un ami de sa copine, un soir dans un bar trendy du 8e à Paris. De toute façon, le e-commerce, ça ne fonctionnera jamais, surenchérit un autre convive. Pierre soupire, agacé par ces 2 consultants payés pour analyser la bulle Internet. À présent, il sait faire la différence entre ceux qui font et ceux qui pensent. Lui, il fait ce qu'il aime et il compte bien réussir avec ça. 2001, rue de Turbigo, Paris. Au milieu des cartons et des ordinateurs, l'équipe se met donc en ordre de marche. D'abord, il faut trouver des investisseurs. La bulle étant passée par là, ils vont chercher du côté de ceux qui n'ont pas encore investi dans l'Internet. En un mois, Pierre lève 700 000 euros. Ensuite, il faut définir une stratégie marketing efficace avec les moyens d'une start-up. Et qui mieux placé pour incarner cette stratégie que le PDG lui-même ? Pierre Kosciusko-Morizet devient alors la mascotte de Price Minister. Une star qui ne coûte rien à la société et un rôle qu'il endosse sans problème. Le ton consensuel et la barbe parfaitement taillée de grands bourgeois fonctionnent parfaitement dans les médias. Peine perdue, au bout de 6 mois, le cauchemar recommence. Price Minister se retrouve au bord du dépôt de bilan. Sauvé in extremis, il repart, mais au-dessus de la tête de Pierre, l'épée de Damoclès de Visualis menace plus que jamais. Pourtant, cette fois, l'équipe est là pour le soutenir. Et enfin, la stratégie et les efforts payent. En juillet 2001, 6 mois après son lancement, le site Price Minister recense 15 000 inscrits, contre 1 million en 2003. Entre les deux, Price Minister devient rentable. Pierre garde un souvenir douloureux de l'échec de Visualis et de ses dettes. Il se rappelle les sorties des boîtes de nuit où il tenait toute la soirée sur la consommation offerte avec l'entrée. Depuis, sans être vraiment radin,
il économise et gère son argent au plus près. Alors, quand l'agence de communication lui propose comme slogan « Devenez radin », il a une illumination. Une campagne comme un clin d'œil provocateur pour le client, Price Minister propose au consommateur d'assumer ce qu'il est. Et ça marche. Price, c'est 1 million d'utilisateurs en 2003, 5 millions en 2006 et 10 millions en 2009. Si les chiffres décollent, la période qui s'ensuit est assez chaotique en termes de croissance. Price Minister grandit comme un adolescent, poussant de partout sans prévenir. Chaque jour, il faut parer à une nouvelle urgence, qu'elle soit financière, technique ou relève de la croissance externe. Un adolescent que Pierre accompagne avec une toute nouvelle souplesse. Plus l'enjeu est fort, plus il arrive détendu pour négocier deals et acquisitions. Rien qu'en 2007 par exemple, Price Minister rachète Planète à nous, voyager moins cher et billets moins chers. Pierre est devenu le patron de la start-up dont il a rêvé. En 2010, Price Minister dépasse eBay en termes d'audience et en 2012, les rayons de Price Minister proposent plus de 150 millions de produits. À cette date-là d'ailleurs, Price n'appartient déjà plus à son créateur qui l'a vendu en 2010. Une vente qui résonne pour lui comme la consécration de 10 ans de travail. Un travail qui a notamment consisté à consolider le développement et l'assise financière de Price Minister ces 3 dernières années. Alors des rumeurs financières, il y en a eu. L'offre des mulliers à 150 millions d'euros, l'entrée en bourse qui ne se fera jamais. Finalement, c'est le japonais Rakuten qui va l'emporter, et qui va emporter la mise d'ailleurs, et offrir à Pierre la liberté sur un plateau d'argent. Et l'argent n'est pas de trop pour Pierre, qui s'est lourdement endetté en 2008 pour acheter les parts de son entreprise dans l'éventualité de l'entrée en bourse de celle-ci. Alors, quand il signe en ce vendredi de l'année 2010, l'euphorie est palpable. Le shochu, un alcool de céréales et de pommes de terre japonais, coule à flot. À chaque toast, Pierre fait défiler dans sa tête un pan de son histoire. Et dans sa tête, il enchaîne les culs secs. Les 8 000 € du prêt étudiant envolé, cul sec. La solitude de la rue des petites écuries, cul sec. L'échec total de Visualis, cul sec. Les cons de consultants qui ne croyaient pas en Price, cul sec. Les tentatives avortées de rachat, 3 Suisses, eBay, cul sec. Les dettes pour une entrée en bourse qui ne se fera pas, cul sec. La vente, le montant de 200 millions d'euros, tout est là pour certifier sa consécration. Pierre a l'impression d'avoir construit quelque chose de plus grand que lui. Il se sent dépassé et accompli à la fois. Libre de faire ce qu'il veut, il s'engage à continuer pendant 5 ans chez Price Minister. Il continue de la faire grandir, cette entreprise, mais quelque chose a changé. Le travailloman se sent libéré par l'argent. D'autant plus que le numéro 1 du e-commerce japonais se révèle un acheteur intelligent. Il laisse l'équipe aux commandes, conscient que c'est à elle que Price Minister doit sa réussite. En 2014, Pierre décide de quitter Price Minister avec l'impression d'avoir accompli son destin. Il part d'autant plus confiant qu'il laisse la place à Olivier Mathieu, son cousin. La famille, l'occasion pour Pierre de se souvenir de son père, l'homme qui travaillait trop. Mais bon, difficile de se refaire. Après son départ de Price, il a peur de s'ennuyer. Il refonde une boîte, il embauche, mais le cœur n'y est pas. Le fondateur de Price Minister n'a plus envie de gérer une seule et unique boîte. Il veut un nouvel équilibre, une nouvelle manière de vivre. Il a quitté Price Minister, son unique bébé, pour s'occuper d'autres enfants. Il lui reste à construire cette nouvelle famille. Sa nouvelle boîte, il la transforme en incubateur pour accompagner et faire grandir des projets. Et puis, il se souvient de sa solitude d'entrepreneur. Alors, il monte The Galleon Project, un endroit où les entrepreneurs vont pouvoir échanger et surtout grandir. L'argent lui donne la liberté d'entreprendre comme il le souhaite et le temps
lui apporte la sérénité. Un temps qu'il partage comme ses activités, un tiers en Bretagne, un tiers à Paris et un tiers à l'étranger. Un temps qu'il consacre aussi à sa passion de toujours, la musique, sans savoir ce qu'il en fera vraiment. Et peut-être, pour Pierre, la liberté est juste là. Faire les choses sans but, pour la beauté du geste, pour le plaisir. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors merci aux contributeurs du Patreon qui permettent de financer ce podcast. Florent Le Tourneur, Ingrid Musignato, Mélina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Régal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte et enfin Manuel Marie. Merci à tous, un grand merci.